Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Des régions du Cameroun face à une insécurité qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Pour y faire face, l'État se dote d'un centre national de commandement de vidéosurveillance. Et nouvelle alerte de l'Union africaine, l'organisation interpelle les gouvernements sur la nécessité de revoir la place du partenariat public-privé. Pour en parler, nous recevrons ce soir dans ce journal Constantin Dabiré, conseiller spécial du Premier ministre du Burkina Faso. Les forêts de mangroves en danger, notamment en Côte d'Ivoire, où 30% de ces écosystèmes rares ont été détruits en à peine 40 ans. Au Cameroun, la police renforce donc son dispositif sécuritaire par la vidéosurveillance avec 2000 caméras réparties sur l'ensemble du territoire. À terme, l'État en veut 7000 avec le soutien notamment du géant chinois Huawei. Nelly Claude-Bessa. La police camerounaise a franchi un nouveau cap dans la protection du territoire. En s'arrimant aux technologies de l'information et de la communication, les services de sécurité du pays bénéficient désormais d'un centre de commandement de vidéosurveillance. L'infrastructure, selon les forces de défense et de sécurité, vise à sécuriser le territoire, lutter contre le grand banditisme et le désordre urbain. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le dénouement de situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce centre est un cadre approprié de gestion de crise et de surveillance. Le système de vidéosurveillance installé à Yaoundé, d'une capacité actuelle de 2000 caméras, est doté de générateurs électriques, soit une autonomie garantie pour assurer le service en cas de coupure d'énergie électrique. C'est un élément qui marque une volonté d'ajustement de la politique camerounaise à son environnement d'origine. Sûrement, il vient en réponse à une limite en termes d'information pour justement aider ces éléments de la police à être davantage dans une logique d'anticipation. À terme, les autorités s'attendent à avoir 7000 caméras de vidéosurveillance pour la couverture des 10 régions du pays et la mise en place d'un système de gestion d'appels d'urgence. L'Union africaine exhorte les États à renforcer le partenariat public-privé en vue de la réalisation de l'agenda 2063, programme ambitieux axé sur le développement du continent africain. L'organisation indique d'ailleurs qu'un forum dédié au secteur privé africain se tiendra du 6 au 8 novembre à Antananarive, à Madagascar, où 300 participants sont attendus. Et pour parler de cette question justement du partenariat public-privé, Constantin Dabiré, conseiller spécial du Premier ministre du Burkina Faso, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors bonsoir, vous êtes donc conseiller du Premier ministre burkinabé, Christophe Dabiré. Vous avez aussi écrit, et c'est d'ailleurs votre dernière publication, le partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes, mythe ou réalité, cas des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Voilà donc le titre de votre dernier ouvrage. Alors si on prend par exemple le secteur de la santé dans votre pays, le Burkina Faso, il fonctionne à mi-régime, il faut bien le dire, en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles. Est-ce que le partenariat public-privé peut être l'une des solutions? Merci beaucoup. Il faut dire que dans le domaine de la santé, la mise en œuvre du partenariat public-privé n'est pas aussi facile qu'on le croit. Il est assez complexe, mais il est bien faisable. Et ce qui suppose justement d'identifier les axes sur lesquels on pourrait faire du partenariat public-privé. Revenant sur le cas de la santé, généralement le commun des mortels a tendance à croire que quand on parle de partenariat public-privé, il s'agit d'un partenariat public-privé pour l'ensemble des services de la santé. Prenons par exemple le cas des professionnels de la santé, les médecins, les infirmiers. Dans ce secteur, surtout en Afrique, il vous sera difficile de faire un partenariat public-privé dans lequel une entité privée va vous apporter ce personnel en quantité et en qualité pour des prestations de services. Par contre, nous avons un certain nombre de services dans ce secteur susceptibles d'être mis en œuvre dans le domaine des partenariats public-privé. Par exemple, les équipements pour aussi bien le plateau technique, les équipements pour les différentes, comment je vais dire ça encore, pour les examens médicaux,
ou bien quand vous prenez des secteurs tels que le parking, la buanderie, l'entretien, la maintenance des locaux, oui, dans ce secteur-là, effectivement, on peut faire du partenariat public-privé et là, c'est intéressant. Mais quand vous revenez sur les soins proprement dits, les prestations pour des pays très pauvres, c'est vrai que quelquefois, ça peut être assez complexe, ce qui nécessite qu'on identifie de façon spécifique des besoins, des éléments clés sur lesquels on peut se positionner pour faire ce partenariat. Alors, est-ce qu'un partenariat public-privé pour ce qui est du continent africain ne signifie pas un désengagement quelque part de l'État, surtout notamment sur les questions de santé où on sait que la plupart des gouvernements n'y consacrent que moins d'1% de leur PIB? Je ne le pensais pas. Je dirais plutôt que un partenariat nécessaire, hein, on le dit bien, mais pour ce qui est du continent africain est une façon d'impliquer davantage le secteur privé. Pour moi, c'est un moyen de responsabiliser ce secteur privé qui le plus souvent... Mais qu'en est-il de l'État? Qu'en est-il de l'État à ce moment-là? Justement, quand on vous parle de partenariat public-privé, et je vous parle de l'implication du secteur privé, c'est que l'État, quelque part, il n'y a pas que les États africains, à travers le monde, vous allez constater que les États ont de plus en plus de difficultés à mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des infrastructures de façon générale. Et face à cette situation, et regardons un peu la crise de 2008 à travers le monde, cette crise a révélé effectivement cette incapacité des États à travers le monde à faire face à des besoins d'infrastructures qui vont de plus en plus croissants. Ça, c'est une réalité. Mais pour ce qui est de l'Afrique, ça ne date pas que d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas que d'aujourd'hui, mais ça s'est amplifié, je dirais, ces temps-ci. Et il faut reconnaître aussi qu'en Afrique, nous avons une population dont le taux de croissance est galopant. Dans ces conditions, il est difficile que les États puissent mobiliser, faire des planifications nécessaires, mobiliser des ressources financières nécessaires pour faire face à tous ces besoins. Alors, et en ce moment, on pourrait comprendre pourquoi faire du partenariat public-privé une alternative, je dis bien une alternative. Donc c'est dire que les États déjà pourvoient à ces besoins-là, mais le privé vient en supplément pour aider les États justement à faire face à cette situation. Alors, bien sûr, beaucoup de secteurs sont concernés, l'agriculture, les infrastructures de manière globale, mais est-ce que les prérequis sont posés pour permettre d'aller et de profiter pleinement de ce partenariat public-privé? Je dirais que de plus en plus, effectivement, quand on constate à travers l'Afrique, vous avez des réflexions en cours pour mettre en place un cadre institutionnel favorable à la mise en œuvre de ce partenariat public-privé et notamment pour pouvoir attirer des investisseurs privés, sécuriser les investissements que ces investisseurs privés vont réaliser. Et je dirais effectivement que depuis un certain temps, des dispositions sont prises. D'ailleurs, je dirais depuis 2010, à travers l'Afrique, on parle de partenariat public-privé. Tous les États sont conscients de cette situation. Donc, ils essaient de mettre en place... Mais quelles mesures, justement? Parce qu'il faut sécuriser, il faut mettre en place un environnement des affaires propice. Il y a aussi la question de la lutte contre la corruption qui avance extrêmement peu. C'est le cas notamment au Burkina Faso, d'ailleurs, l'un des pays les plus touchés par le phénomène de la corruption. Donc, comment attirer les investisseurs étrangers ou plus généralement les investisseurs du secteur privé dans un contexte pareil? Bon. En fait, je pense qu'il faut quand même mitiger. Quand on parle de corruption au Burkina, non, il faut mitiger. En fait, je dirais plutôt que quand on prend le cas de Burkina, comme vous avez dit, on regarde très bien, comme dans les pays de l'UEMOA, vous avez une initiative régionale qui a été impulsée par la Commission de l'UEMOA, par la Banque Ouest Africaine de Développement, en vue de fédérer tous les États et conduire des réflexions qui doivent aboutir justement à la mise en œuvre d'un cadre propice au partenariat public-privé. Prenez le cas de l'UEMOA, tout comme le Burkina, vous avez au niveau le plus souvent des ministères des Finances, des entités dédiées justement à la promotion des PPP. Et j'espère que c'est déjà un pas qui est fait en mettant en place des entités, en mettant en place, je ne suis pas juriste, je suis financier, mais une réglementation favorable à la mise en œuvre du partenariat public-privé. Et pour moi, ce sont les éléments clés à même d'attirer les investisseurs. Et au-delà de ce cadre réglementaire, juridique, vous avez même des stratégies qui sont mises en place justement pour favoriser l'éclosion des PPP. Constantin Dabiré, un grand merci à vous. Merci pour votre éclairage. Vous êtes conseiller spécial du Premier ministre du Burkina Faso et votre dernière publication, le partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes, mythe ou réalité, vous posez la question, cas des membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.
Alors peut-être les débuts en Algérie d'une politique énergétique tournée vers les énergies renouvelables. Le pays qui s'est appuyé jusqu'ici sur l'énergie fossile vient de démarrer un projet portant sur la construction de projets de plusieurs centrales solaires. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. L'Algérie est sur le point de lancer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Son objectif premier est de renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes les étapes de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Le pays est doté de centrales solaires depuis 2011. Il a déjà une forte expérience et les moyens pour développer ce nouveau projet. Il totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire. Son parc solaire actuel pèse 400 MW. En totalité, l'Algérie a une production actuelle de 20 gigawatts d'électricité pour une demande de 15,8 gigawatts. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'ensoleillement que connaît l'Algérie, et notamment avec des zones désertiques, il est opportun de se lancer dans ce type de projet. On sait que l'année dernière, le Maroc a ouvert la première centrale solaire au monde. L'Algérie a un potentiel autant, si ce n'est plus important. En tout cas, ce que ça augure, c'est d'une suffisance énergétique. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le solaire, non seulement on est sur une énergie verte, qui est une bonne chose dans une perspective de développement durable, mais en même temps aussi on a une réserve d'électricité suffisante pour nourrir non seulement les foyers, mais aussi l'industrie algérienne. Avec ce nouveau projet de construction de centrales solaires, le gouvernement souhaite élaborer un nouveau modèle de consommation électrique et instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. L'objectif final, apporter sa consommation à au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays. Les forêts de mangroves menacées notamment en Côte d'Ivoire. Les mangroves, une zone pourtant essentielle pour la reproduction d'au moins 80% des espèces de poissons. Mais en Côte d'Ivoire, la coupe anarchique et non réglementée a réduit la plupart des forêts. Aïssatou Bari. La Côte d'Ivoire a perdu en moyenne environ 10 000 hectares de mangroves par an, passant de 30 200 hectares en 1980 à 9 900 hectares en 2000, selon les chiffres des Nations Unies. Dans ce village de Laou-Panda, une région située à 150 km de la capitale économique Abidjan, les habitants utilisent le bois récolté dans les mangroves pour diverses activités. La coupe abusive a détruit la mangrove, mais également le poisson se fait de plus en plus rare. Cette année-là, vraiment, on a payé Fago pour ne rien. L'argent, il va, il ne gagne rien. La faim nous tue. On ne sait pas ce qu'on fait dans la houle. On ne sait même pas. Sinon, c'est dur. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays confronté à cette situation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'entre 1980 et 2007, l'Afrique a perdu 500 000 hectares de mangroves. D'ailleurs, le 2 juillet 2019, la Côte d'Ivoire a accueilli une réunion des ministres de l'Environnement de 22 pays africains pour lutter efficacement contre la destruction des mangroves. Aujourd'hui, ce dont on a besoin effectivement pour restaurer et réhabiliter l'ensemble des mangroves dégradées, nous situons autour de 400 à 450 millions de dollars pour prendre toute la façade atlantique du continent africain. Les mangroves ont récemment été reconnus comme un élément clé du cycle global du carbone. Ils constituent l'un des écosystèmes les plus riches au monde, à la fois zone de reproduction, refuge et vivier pour de nombreuses espèces. Le gouvernement ivoirien espère un financement afin de préserver et restaurer les quelques 9 000 hectares de mangroves restantes avant qu'il ne soit trop tard. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.